Bonjour, bonjour, rebonjour, rebonjour. Donc, CX04.4, transfert d'un diagramme d'état en C++. Comment on fait pour prendre un diagramme d'état qu'on a fait puis le transférer dans du C++? L'idée, c'est que, première chose, là, vous allez développer un peu d'expérience là-dessus. Normalement, le diagramme d'état devrait correspondre à 100% au code. Tout ce qui est machine à état se décrit en UML et se transfère dans un langage de programmation quelconque, que ce soit du C++ ou du LabVIEW, et les deux concordent précisément. Je devrais voir le même nom d'état dans les deux, dans le diagramme d'état et dans la machine, dans le langage. Je devrais voir les mêmes noms de variables. C'est souvent pas le cas. Puis je suis peut-être pas assez méchant. Mais lorsqu'on arrive sur le marché du travail puis que la machine elle est immense, ça devient important parce que si tu appelles un état je sais pas moi ouvrir porte puis que dans ça c'est mettons dans ton état sur ton diagramme d'état, tu l'appelles ouvrir porte, puis que finalement, sur l'autre, tu l'appelles, je sais pas moi, open gate, parce que tu l'as écrit en anglais, puis tu fais une recherche parce que tu l'as sur papier ou quelqu'un vient pour déboguer ton affaire, cherche le nom de l'état, il va chercher longtemps, surtout s'il y a une centaine d'états. Il a beau taper, il ne trouvera pas. OK? Donc, ça devient important. C'est juste pour une question de maintenance puis de débogage. Essayez d'avoir la documentation qui colle avec votre... Je le sais, vos labs sont pas assez gros. Je devrais faire des labs plus gros que ça. Ça vous forcerait à travailler comme du monde. Mais non. Mais effectivement, en lab, le but, c'est de vous compreniez le principe. Fait qu'on peut pas faire des super gros labs et tout ça. Mais souvent, les machines à état, il peut en avoir des très petites, comme celle-là que je vais vous montrer en exemple, comme il peut en avoir des énormes. Ben, idéalement, vous allez développer l'habilité d'en faire, je l'espère. En tout cas, si vous n'avez besoin de cette habilité-là, vous allez la développer, vous n'aurez pas le choix. Puis j'ose espérer que quand vous faites votre diagramme d'état sur papier, vous commencez déjà à vous poser la question quel nom je donne à cet état-là pour pouvoir utiliser le même nom dans votre langage. Donc évidemment, un nom d'état devrait pas avoir d'espace, devrait pas avoir de caractère spécial parce que lorsqu'on tombe dans le langage, ben on utilise des caractères standards, pas d'accent, pas d'espace. Parce qu'un nom de variable, ça a pas rien de ça, ça n'a pas d'espace. OK? Donc, justement, en parlant de variables d'état, ben, on va voir comment on fait pour définir des variables d'état puis en langage C++. Et justement, on va utiliser des énumérations pour faire ça. Donc, les énumérations sont utiles pour faire des listes dont les items se suivent, les mois d'une année, les jours de la semaine, ou les états. Des différents états, on peut utiliser des énumérations pour faire des noms d'état. C'est très utile. Ça fait de quoi de propre. C'est facile à déboguer. Voilà. Donc, comment on écrit ça? Ben, premièrement, on utilise le mot réservé enum. Je peux peut-être zoomer là-dessus. Donc, on utilise le mot réservé enum. Le nom du type. On se définit un type. Donc, en faisant ça, voyez-vous, j'ai écrit underscore t parce que ça devient un type. C'est un type def, d'une certaine façon. Et je mets la liste de mes éléments à l'intérieur. Vous remarquez, je mets un petit underscore e. Ça, c'est ma façon de faire pour être capable de reconnaître que c'est pas un nom de variable, c'est une valeur de variable. C'est une valeur qui est dans un enum. Donc, je mets le petit e dedans pour dire que c'est une valeur d'état. Ensuite, je dois définir une variable de ce type-là. Donc,
de la même façon que j'écris int i, int c'est le type, i c'est le nom de la variable. Ben là, je fais état t, état présent D1. État t c'est le type, et le type, je viens de le définir comme étant un enum. Le type, ça vous permet de définir quelles sont les valeurs qui vont pouvoir être prises par cette variable-là. Un int, les valeurs qui peuvent être prises, c'est 0 jusqu'à, si c'est un int 8, ben c'est 0 jusqu'à 255. Le type est défini comme étant une valeur entière de 0 à 255. Là, si je définis un type état t, je définis mes valeurs. Ben, mes valeurs, ça va être init e, ouvrir V1, fermer V1, puis terminer sec. OK? Ça, c'est mes 4 valeurs que peut prendre ce type-là. Fait que je définis ensuite ma variable. Je déclare premièrement mon type, déclare le nom de la variable, puis je l'initialise à la première valeur. OK? Donc, je l'initialise, ça veut dire que je l'instancie. Okay? J'initialise, je déclare ma variable ici. Je pourrais ne pas la définir, je pourrais juste la déclarer. Donc, il crée un espace mémoire dans le processeur, mais en mettant égal avec la valeur possible. Je pourrais pas dire égal 2. Ça marcherait pas. Il va crier. Le compilateur va dire, ouais, il y a quelque chose qui marche pas dans ton type. C'est pas un type entier, c'est un type étaté. Il va dire quelque chose qui ressemble à ça. OK? Donc, il faut absolument que la valeur qui est ici doit être définie dans la liste de la définition de l'enum. Fait que ça va me permettre de définir tous mes états, je vais les mettre dans la liste, puis si je veux créer un nouvel état, j'ai juste à rajouter dans la liste, puis je compile. OK? Le typedef, typedef enum, machin truc, ça vous permet de créer un type, mais qui va être vraiment défini comme étant un nouveau type. Si vous voulez être capable, par exemple, de... oups, je me tasse, je m'étais trop tassé. Donc, c'est le même principe que tantôt. Par contre, la différence, c'est qu'en faisant un typedef, il y a un seul type qui peut être défini à la suite de ça. Donc, en fait, c'est une autre façon de l'écrire. OK? Ça serait la même chose que ce qu'on a ici. En faisant ça comme ça fonctionne. Puis, je réutilise ça pour faire ma définition de variable. Les deux vont fonctionner. Fait que il doit y en avoir un qui est une plus vieille façon de faire que l'autre. Là, je pourrais pas vous dire. Là, j'y retiens pas les méthodes. J'en retiens une puis je colle avec. Fait que voilà. Fait que à vous de faire la même chose peut-être. On va utiliser le TechnoShield pour faire notre programmation. Donc ça va vous permettre d'avoir accès aux boutons, aux DL, puis tout ça. Vous allez pouvoir faire afficher aussi vos états sur le petit affichage. C'est très utile parce que surtout que l'Arduino ne sera pas branché sur un ordinateur, fait qu'on ne pourra pas avoir accès au terminal pour ça. Donc, ça peut être utile de faire afficher des trucs sur le petit affichage. Donc, je pense, oui, j'ai quelques exemples. L'exemple qui est là, justement, utilise le TechnoShield. Donc, ça va nous permettre de l'utiliser comme il faut. Je vais enlever le plus de détails possible. Bon, on voit mieux. OK. Fait que première chose, le TechnoShield, première chose, ça nous prend le include. Ça, c'est le gabarit que je vais vous fournir en C++. OK. Donc, ça nous prend le include TechnoShield UI.h et ensuite, je dois déclarer l'objet UI, donc de type TechnoShield UI, puis le constructeur demande d'avoir les jumpers de setter. Comme on utilise les jumpers servent à définir à quelle adresse se trouve sur le I2C les différents chips qui permettent d'avoir les valeurs d'état
les valeurs des DEL et des boutons, puis tout ça, tout ce qui permet de communiquer avec les périphériques qui sont sur le TechnoShield. Vous pouvez changer l'adresse du port I2C en changeant les jumpers. Nous autres, on n'a pas besoin de faire ça parce que c'est le seul qui est sur son boss tout seul. Fait que on laisse toujours les jumpers ouverts, puis on s'en sert pas vraiment. Fait que c'est toujours cette manière-là de faire pour nos labs à nous autres. Ensuite, je déclare mon état, mon type état. Fait que là, c'est un exemple à 3 états. Donc, je les ai appelés X1, X2, X3. Puis, à partir de là, je viens me faire un état qui s'appelle état présent de ce type-là. Puis, je fais aussi un état suivant de ce type-là. Puis, les deux, je les initialise à X01. Vous allez voir pourquoi je fais un état présent puis un état suivant. C'est ça. Parce que ça va vous être utile pour certains cas, pas tout le temps. Des fois, ça devient plus compliqué que d'autres choses d'avoir ces deux états-là. Je vais en parler quand je vais arriver là. Donc voilà. Ce que je fais ensuite, je me fais un define pour définir mes broches que je vais utiliser, puis je fais exprès des nommés broches machin truc. OK? Ça me permet de faire la distinction entre la broche puis la valeur booléenne de la variable. Donc, la broche, c'est le numéro de la broche sur lequel c'est branché, alors que lorsque je définis un booléen, ben là, à ce moment-là, ça, c'est plus une broche, c'est la valeur booléenne de cette broche-là. Pas pareil. OK? Ça, assurez-vous, vous comprenez bien. Si c'est pas clair, venez me voir pour qu'on puisse clarifier cette affirmation-là. Vous avez pour chacune des variables qui est associée à une broche, ben vous avez la variable, puis vous avez aussi le numéro de la broche. C'est deux choses. OK? Donc, ici, excusez. Ah, ça, c'est mon exemple c'est l'exemple que vous avez vu à C03 avec le voyant orange, le voyant rouge, le moteur 1, la vitesse 1, vitesse 2, puis le sens. Donc, le bouton sens. Puis, vous avez aussi le capteur. Donc, vous avez c'est B pour booléen. OK. Booléen CH. Donc, capteur haut, capteur présence et capteur bas, puis le booléen DCY, donc démarrage de cycle. Je les initialise tout simplement à phase. C'est pour ça que je commence tout de suite avec du code, parce que vous avez déjà le diagramme d'état, vous l'avez déjà vu dans le fascicule C03. Si vous voulez être capable de suivre en même temps, vous pouvez l'ouvrir en même temps, puis vous pesez sur pause pour aller voir en même temps, là. Donc, si vous vous souvenez, c'était le mandrin. Lorsque j'initialise, tout remonte en haut à vitesse de 2 cm/s. Puis ensuite de ça, quand je pèse sur démarrage de cycle, je descends à 2 cm/s. J'allume mon voyant orange. Quand j'arrive à proximité de la pièce, je pars mon moteur, j'allume le voyant rouge, je perce. Puis quand il est rendu en bas, il doit remonter. Donc, je fais en sorte que ça fasse ce mouvement-là en utilisant mes capteurs puis en utilisant les moteurs convenablement. Okay? Donc, c'est directement ces variables-là que je viens de définir. Ouf! Excusez, mon Dieu. Il commence à être tard, 8 heures, là, ma journée commence à être dans le corps. Dans mon setup, je fais mon UI begin pour initialiser mon TechnoShield. Ensuite, j'initialise mes broches en output pour le moteur 1, la vitesse 1, vitesse 2, puis le sens, pour dire au moteur 2 qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, c'est mes 3 sorties qui contrôlent le moteur 2. Puis, j'active mon backlight là, pour qu'on voit bien sur l'écran. Donc, ça, c'est pour mon setup. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a
je dirais, deux étapes principales, mais habituellement, on en rajoute une troisième. OK? La première étape qu'on fait, c'est aller chercher les entrées-sorties. On update les entrées-sorties. Ce que ça veut dire, c'est que je check mes entrées et j'update mes sorties en fonction de ce que j'ai. Si j'ai rien de différent, si j'ai rien de nouveau, ça va juste mettre ce que j'avais, puis c'est tout. OK? Euh, donc, si vous regardez ici, tout ce qui est capteur, j'ai tout simplement simulé mes capteurs de ma machine avec des capteurs qui sont des boutons, en fait, euh, sur mon TechnoShield. Donc, j'ai fait une simulation de la machine sur mon TechnoShield. OK? Fait que j'ai associé le capteur haut sur le bouton 1, le capteur de proximité sur le bouton 4, puis le capteur bas sur le bouton 5, puis mon démarrage de cycle sur le bouton 2. Donc ça, c'est la façon d'accéder au bouton. Je fais UI is button press, numéro du bouton. OK? Fait que ça fait en sorte que je vais aller lire le bouton, puis je vais mettre sa valeur booléenne dans ma variable du capteur. Ensuite, j'update mes sorties. Donc, je vais faire un digital write sur la broche S, sur la broche du moteur et pour les vitesses aussi. Puis, en même temps, je vais activer des DEL, le voyant orange puis le voyant rouge. Donc, voyant orange sur D1 puis le voyant rouge sur D3. Donc, ça me permet d'utiliser les DEL directement du TechnoShield pour voir qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, j'ai updaté, j'ai mis à jour mes entrées-sorties. Ensuite, je viens chercher une machine à état. Je vais faire ma machine à état, je veux dire, avec un switch case. Donc, je vais faire mon switch sur l'état présent. OK? Puis, à chacun des valeurs d'état, je vais exécuter ce que j'ai défini dans mon diagramme UML pour chaque état. Donc, dans mon diagramme UML, à l'état X01, qu'est-ce que je fais? Ben, à l'état X01, je vais activer le voyant rouge tant et aussi longtemps que j'ai pas le capteur haut. C'est exactement ça que je fais. Je vais activer la vitesse 1 tant que j'ai pas le capteur haut, puis tout le reste est pas actif, donc je les mets à false. Je vais en plus mettre, ça c'est pour un ajout, je vais en plus mettre mon curseur de mon petit affichage sur mon TechnoShield. Je l'active à 00. Donc, je mets mon curseur à 00, puis je vais venir écrire état X1 actif. OK? Donc, ça ici, c'est un espace, là. Donc, je fais UI.print pour écrire quelque chose. Et je replace mon curseur à 01 parce que je vais en avoir besoin à 01 par la suite. Le premier coordonné ici, c'est en X. Le deuxième, c'est en Y. Donc, c'est la ligne. OK? Donc, je vais me placer à la deuxième ligne. Ensuite, donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens d'activer mes sorties en fonction de l'état. OK? Ça, c'est la première étape. Dans chaque état, il y a deux choses. Je vais aller au tableau avec ça. Dans chaque état, il y a deux choses. Quand je fais un UML, vous avez le nom de l'état. OK? Vous avez des actions. Do, slash, V1 égale note, capteur bas. OK? Quelque chose comme ça. Vous avez ça. Puis vous avez des flèches. Il peut y en avoir plus qu'une. Dans mon cas ici, je n'ai juste une, mais je pourrais en avoir d'autres. OK? Ça veut dire qu'il y a deux choses à checker dans un état. Il y a première chose, les sorties à activer en fonction des conditions. Mais j'ai aussi les conditions de changement d'état. Quand j'ai quelque chose ici, là, j'avais DC, Y et capteur O. J'avais ça.
ben ça, c'est une condition pour changer d'état. Si je n'ai pas cette condition-là, je ne l'ai pas écrit, mais je pourrais. Si j'ai pas ça, je reste là. Donc, ça veut dire que ça, c'est la condition pour sortir. La condition pour rester, ça serait D, C, Y et C, H, tout ça, note. Si vous préférez ça, vous pouvez faire de Morgan. Ça, c'est égal à D, C, Y, note ou CH, note. C'est la même affaire. Okay? Je pourrais écrire ça comme condition ou ça, c'est la même affaire. Ça ne change rien. Okay? Donc, la condition pour rester là, je n'aurais pas besoin, là, parce qu'en C, on a juste besoin de mettre le if pour sortir, mais je pourrais l'écrire si je voulais. Okay? Donc, ça, c'est les deux choses. Première chose, activer les sorties en fonction de leurs conditions. Deuxième chose, décoder le prochain état. Est-ce que je reste sur place ou je change d'état? Okay? C'est les deux choses que vous devez faire dans le case, dans chacun des cases. Deux choses. Les sorties, la prochaine étape. Le prochain état. OK. Je retourne ici. Donc, là, dans ce case-là, dans le cas de l'état 1, j'ai activé mes sorties, puis j'ai même activé, j'ai fait plus que mes sorties, j'ai activé aussi l'interface sur le TechnoShield. Ensuite, je continue, je fais un if BV, vitesse 1, if vitesse 1. Ah, donc je vérifie si vitesse 1 est actif. Si vitesse 1 est à vrai, je dis V1 est actif. Else, appuyez sur DCY pour lancer. Donc ça me permet de dire à l'utilisateur, t'as un peu là, je suis pas encore prêt. Il est en train de monter. Okay? Si V1 est actif, ça veut dire qu'il est en train de s'initialiser. Sinon, donc ça c'est un petit plus là, que j'ai rajouté pour que ça soit cute là, mais ça serait pas nécessaire. En fait, je devrais avoir mon voyant de toute façon rouge qui devrait s'allumer, puis ça me le dit. Mais je peux l'avoir écrit en plus. Bon, c'est ça que j'ai fait. Par contre, ici, if DCY et CH, ça, c'est mon changement d'état. Si ça, c'est vrai, je suis effectivement, j'ai ça. If ça, c'est vrai, OK. Si ça, c'est vrai, je m'en vais en X2. Je suis en train de regarder la caméra en haut. C'est là que je suis là. Donc, ça, c'est mon changement d'état. Donc, tout ce qu'il y avait en haut, c'est juste pour activer mes sorties puis mettre un peu d'interface. Mais l'autre chose importante, c'est le changement d'état, le décodeur d'état suivant que j'appelle. Moi, j'appelle ça comme ça. Ça, c'est mon décodeur d'état suivant. Il est simple, c'est juste un if, mais ça va se compliquer. Ça va se complexifier, vous allez voir. OK? On va aller voir X2 maintenant. X2, c'est quand j'étais en train de descendre à vitesse V2. Donc, excusez pas V2, mais V1. J'étais en train de descendre à V1. Ben, quand j'étais en X2, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais activer ma V1 actif. J'active le sens vers le bas, donc actif. Puis je vais mettre mon voyant orange pour dire que je suis en train de m'approcher. Tout le reste est à face. Je viens mettre mon interface pour dire qu'est-ce qui se passe puis tout. Puis ensuite, si j'ai bouton de capteur de proximité actif, je m'en vais en X3. Sinon, si j'ai pas ça, il va rester en X2. Là, je vais dézoomer pour qu'on ait une vue d'ensemble de la chose. Ce qu'on se rend compte, c'est que j'ai tout mon case, puis à la fin de mon case, là, quand ça c'est fait, il sort. Il va pas exécuter X3, là, je suis dans X2. Quand l'état est à X2, il met les valeurs des sorties, il check si je change d'état, puis il sort, puis il reboucle. Il refait la même chose. Je suis encore en X2, je remets les valeurs des sorties, je check si je passe en X3 si la condition est vraie. Si elle n'est pas vraie, ben il change rien, parce qu'ici, j'ai rien qui le fait changer. Si la condition ici, le capteur de proximité,
n'est pas actif, ça veut dire que je suis pas rendu à la place. Je dois rester en X2. Je ressors, je reviens, je recommence. Je fais ça tout le temps dans le microcontrôleur. C'est correct? C'est correct? C'est correct? C'est correct? C'est correct? Changes-tu? 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 Non? Non, tu changes pas. Non, tu changes pas. Non, tu changes pas. C'est tout le temps. Tac, 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 tac. OK? Puis, à un moment donné, il va arriver au capteur, il dit, oh! Je suis rendu au capteur. Donc, le if qui est ici est vrai. Je rezoome. Quand ce if-là est vrai, je m'en vais en X3. Il va mettre l'état suivant à X3. Et là, je vais sortir. Puis là, je viens vérifier ici. Est-ce que l'état présent égale l'état suivant? Oui ou non? Dans mon cas ici, l'état présent était à X2. J'arrive de X2, là. OK? Par contre, mon état suivant est égal à X3. Donc, ils sont différents. Je vais refaire un autre switch case. Vous allez me dire à quoi il sert. Pour l'instant, il sert à rien parce que j'ai juste des do. Mais si j'avais des entry puis des exit, c'est là que j'émettrais. OK? Pour l'instant, j'ai juste des do. Fait qu'ils servent pas vraiment à quelque chose. Je pourrais prendre cette partie-là puis le mettre en commentaire puis mettre tout de suite l'état suivant égale l'état présent. Puis là, l'état présent va devenir X3. Puis là, il va sortir, puis il va recommencer sa boucle. Puis là, je vais tomber au prochain tour de boucle. Je tomberai dans mon case de X3. OK? Mais je vais vous montrer des exemples tantôt, plus tard, où est-ce que ce deuxième switch case-là devient utile pour faire justement des exits puis des entry. OK? Voilà. OK. Je vais arrêter ça pour l'instant. Là. Je vais continuer mon explication qui est ici. Quand je tombe en X3, là, je vais tomber en basse vitesse. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'active en X3 la basse vitesse, qui veut dire V2, c'est ça. Donc, j'active V2 à True. Je vais activer mon voyant rouge. Ma vitesse 1, elle, n'est pas active. C'est sûr que là, vitesse 1 et vitesse 2 doivent jamais être actives en même temps. Fait que c'est important de s'assurer de ça. Je vais m'assurer que mon sens soit vers le bas, donc à True. Puis, je vais activer mon moteur 1 pour faire tourner mon mandrin. Donc, c'est ce que je fais. Donc, ça, c'est mon décodeur de sortie. Je fais en plus un petit peu d'interface usagée là, sur mon TechnoShield. Fait que c'est toute cette partie-là. Puis, j'ai mon décodeur d'état suivant. Tant et aussi longtemps que j'aurai pas atteint le capteur bas, vous voyez que le if sera pas vrai. Donc, il va garder son état à X3 tout le temps. Et quand le capteur bas va être vrai, ça va être vrai. Puis, je vais me remettre en X1, puis ça va me permettre de remonter en haut. OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu n'as pas mis une égale ici? Ça, c'est un truc de langage C. En langage C, quand vous écrivez un if, ce qu'il veut, lui, c'est avoir une valeur booléenne comme résultat. Vous pouvez mettre une variable booléenne directement. Si la variable booléenne, est égale à true, le if, il va rentrer dedans. Si la variable booléenne est égale à false, il rentrera pas dedans. Ce qu'il veut, le if, là, c'est d'avoir un true ou un false. Fait que j'y en donne un sous forme d'une variable. OK? J'ai pas besoin de faire un égal. Un égal, ça retourne true ou false. OK? Fait que si je fais BCB égale false, puis BC, la variable est égale à true, ça sera pas vrai, puis je vais sortir. OK? Mais je peux directement aller vérifier la variable. Donc, dans certains cas, j'ai une variable déjà qui me permet de faire mes tests. D'autres fois, il faut que je fasse des opérations arithmétiques, pas arithmétiques, mais oui, ça peut être des opérations arithmétiques, mais je vais faire un test logique dessus. OK?
Des fois, j'ai besoin d'une équation complète pour pouvoir savoir si ça passe ou pas. OK? Donc, ça, c'est mon décodeur d'état suivant. Ça va? Fait que je vais vous laisser regarder ça comme il faut. Je vais arrêter le vidéo ici, puis je vais vous donner un autre exemple dans le prochain vidéo. Ciao, bye!